point important, c'est-à-dire qu'il reste sans doute des erreurs, parce que je ne suis pas historien. Globalement, j'ai fait la démarche suffisante, j'ai une démarche en tout cas presque scientifique, pour essayer d'avoir une réalité historique. Deuxième point, par contre, il y a des effets de trou, romanesques, où là, de toute façon, il faut inventer, et là, j'ai ma liberté à moi. Donc, effectivement, l'hypothèse que je prends, c'est celle qui m'arrange aussi le plus au niveau du récit, de l'intérêt que le lecteur peut avoir, éventuellement des rebondissements, de ce que je vais mettre en avant. Ah, allez-y, hein, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une démarche différente dans le sens où je ne situe pas mon roman dans un monde réel, je fais pas référence à l'histoire, mais dans un monde imaginaire. Cependant, ce monde imaginaire, il est à un certain degré d'évolution qui correspond technologique, de civilisation, mais surtout technologique en fait, qui correspond à on va dire au début du XVe siècle avec les armures complètes et le début de l'artillerie à poudre, qui est une époque que j'ai fréquentée justement dans la reconstitution historique et qui me paraissait intéressante. Ça c'est niveau technologique. Après le monde, il est un mélange d'influences culturelles un peu hybride, celtique, un peu d'hindou. C'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique et puis que ça s'était développé pendant 1000 ans, ou au contraire d'ailleurs, et que ça s'était développé pendant 1000 ans jusqu'à ce niveau technologique. C'est un mélange qui marche assez bien parce que c'est des peuples indo-européens et il y a des éléments communs, comme le sacrifice du cheval ou des choses comme ça qu'on trouve dans les deux. Alors par contre, j'essaie de faire une fantaisie qui est très réaliste, ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail de recherche historique derrière malgré tout. Tout ce qui n'est pas magique doit être pour moi crédible et donc faire référence à des choses qui ont existé dans l'histoire. Et d'ailleurs ce travail de recherche est tout à fait précieux parce qu'il permet de découvrir des choses intéressantes et donc de dire des choses originales en fait qui sont en dehors des images d'Épinal, excusez-moi, qu'on a sur le Moyen-Âge, qui permettent de raconter d'autres choses. Par exemple, là, je travaille sur une ville, je lis des bouquins sur la pollution dans les villes, sur le fait que si on peignait autant de Sainte Vierge sur les portes ou qu'on mettait des potales, c'est pour pas que les gens pissent sur les portes quand ils sont sous. Voilà. Après, parfois, je peux aussi avoir un doute sur l'information et la trouver intéressante et crédible pour l'histoire. Donc, je vais pas non plus être archi-discipliné du moment que ça tient la route. Mais c'est quand même une démarche intéressante. Là où j'ai fait beaucoup de recherches, notamment, c'est pour ce qui est combat. Quand j'ai commencé à écrire des scènes de combat, évidemment, il y avait le reconstituteur, l'ancien reconstituteur qui parle. Donc, je voulais vraiment qu'on sente les armes, les armures et que ça soit réaliste. Et donc, là, j'ai recreusé beaucoup parmi le travail des reconstituteurs. Et la première chose, pour voir un petit peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, quelles expériences avaient été faites, notamment sur la résistance des armures. Et là, le premier constat, c'est qu'il y a à boire et à manger. Alors, je pense que vous serez tous d'accord. Il y a des vidéos qui circulent. On prend une côte de maille achetée en Inde, qui est un truc fait à la va-vite. On tire dedans avec une flèche. La côte de maille vole en éclats parce qu'elle n'est absolument pas faite comme à l'époque. La côte de maille ne résiste pas aux flèches, c'est prouvé. Et puis, on voit des expériences sérieuses menées par la BBC, où on voit des longbows tirés à distance dans des côtes de maille. Et puis, on voit ou avec des arbalètes. Et on voit ce qui passe et ce qui passe pas, et on se rend compte qu'en fait les armures sont très résistantes. Il y a un gars qui s'appelle Thibaut Jacquet, en Suisse, qui est un historien de métier, et qui a fait toute une série d'expériences. Ils ont fait une vidéo assez sympa de course en armure, où ils ont pris un gars avec un équipement de GI, un pompier et lui, et ils font tout un parcours vita, ils doivent courir sur des poutres, etc. Et le chevalier arrive deuxième derrière le pompier, je pense, et le GI est troisième, parce que l'équipement est plus lourd ou moins bien réparti. Donc le gars a d'ailleurs pris l'avion pour aller dans un colloque à New York, mettre son armure dans la soute, ça lui coûtait trop cher, donc il a décidé qu'aucun règlement de la compagnie d'aviation n'empêchait de porter l'armure. Il a fait des économies, il est monté dans l'avion en armure, il s'est filmé, il a écrit des bouquins intéressants sur les armes. Et ce que je voulais surtout, c'est qu'on sente le combat réel. Donc un combat en armure à l'époque, quand on voit vraiment ce que ça donne, c'est pas aucune armure ne va être percée si elle est bien faite, surtout si c'est vraiment de l'acier trempé. Il faut vraiment chercher le défaut de l'armure, c'est très dur. Donc finalement, on prend l'épée court, ou à la limite on y va à la dague, ça tourne plus vite à la lutte, ou alors on essaye d'assommer l'adversaire en tapant un maximum à la tête jusqu'au moment où il entend vraiment sonner les cloches. C'est pas du tout l'image qu'on en a dans la plupart des bouquins de fantasy. Souvent les bouquins de fantasy véhiculent une image très fausse, très romantique, très héroïque du combat médiéval, alors qu'en fait dans un des passages du bouquin il y a un archer de fortune qui tire sur un gars dans le noir, il se rend pas compte qu'il a une côte de maille, la flèche rebondit, à côté il y a un archer de métier qui utilise des perce-mailles plus effilés, là ça passe, il lui sauve la vie, et après le combat il vient lui dire pas quelques perce-mailles s'il te plaît, parce que le matériel est vraiment important. Il y a une course aux armements à l'époque et ça joue dans le récit. Pour vous,
un intérêt. En fait, vous pourriez dire effectivement la reconstitution historique, en tout cas cette approche, vous fournit un plus pour l'imaginaire. Elle vous permet d'aller travailler, de donner des éléments qui viennent nourrir le récit du fait de votre expérience, de cette connaissance, où finalement un auteur qui aurait une vision très basique du Moyen-Âge n'aurait peut-être pas justement cet épisode où on va pouvoir jouer sur le matériel pour apporter des rebonds narratifs ou des choses comme ça. C'est une recherche de réalisme, d'abord au niveau des conditions technologiques, mais aussi de la mentalité, des conditions de vie. On ne raisonne pas de la même manière dans un monde où on a eu 6 ou 7 petits frères et petites sœurs dont la moitié sont morts en bas âge. On n'a pas le même rapport à la vie, à la mort, aux relations familiales par exemple. On n'a pas le même rapport à l'intimité. Les toilettes se sont collectives dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. On fait ses besoins dans les champs, tout ça, il n'y a pas le même rapport à la pudeur. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et moi, je suis un grand fan d'Umberto Eco, qui est le maître du roman historique, capable, comme personne d'autre, de rentrer dans la mentalité, surtout des intellectuels d'une époque. J'avais envie d'avoir une démarche assez similaire. Et donc, quand je construis mon monde et quand je construis mes personnages, je veux qu'ils soient crédibles par rapport au niveau technologique et au niveau de civilisation dans lequel ils évoluent, et que ça se sente. Merci. Sophie, je vois que vous avez Boudica dans les mains. Je pense que vous avez quelques éléments que vous vouliez partager avec le public. Je vous laisse la parole et puis n'hésitez pas à rebondir bien sûr sur les propos des uns et des autres. Alors en fait ce qu'on a en commun, que l'on soit auteur de fantasy, historien, archéologue, reconstituteur, dans cette pratique de reconstitution, qu'elle soit écrite, pratique pour le coup, ce qu'on a en commun c'est notre démarche. Et j'ai lu Boudica l'année dernière parce que nous tablerons ensemble sur un autre thème, sur les femmes fortes, et Boudica en une. Et j'ai entamé le livre de Jean Laurent et j'ai su que j'allais passer un très bon moment quand, à la première page de texte, procuré, le premier texte, c'est pas Jean Laurent, c'est Tacite. C'est-à-dire que Jean Laurent est parti d'un texte, d'une source, et je vous rappelle que l'histoire, eh bien, c'est avant tout les textes, et c'est aussi les objets, mais traditionnellement ce sont les textes. Et c'est cette démarche qui m'a vraiment beaucoup plu dans ton travail de reconstitution, puisque tu es vraiment parti des textes, tu es aussi parti des objets, et tu as fait un travail historique de reconstitution qui t'a ensuite permis de combler les vides, et qui permet au lecteur, qui connaît Boudica ou qui ne la connaît pas, de combler aussi ces vides en sachant exactement ce qui est historique, c'est-à-dire ce qui est validé par les sources anciennes et par l'archéologie, et ce qui est imaginaire, réaliste ou fantastique, ça, je vous laisserai en juger lorsque vous le lirez. Donc, permet vraiment cette démarche, et c'est pour ça que j'étais très contente que ton livre soit au prix Imaginal des lycéens, puisque beaucoup ont pu prendre conscience de la démarche qu'il y avait derrière l'écriture d'un roman historique. C'est très important pour nous, enseignants, puisque c'est souvent le seul lien que nos anciens élèves ou étudiants vont conserver. Étudiants non moins, ils vont conserver. Nos anciens élèves vont conserver avec l'histoire. Ça va être le roman historique, ça va être le documentaire, ça va être se rendre sur une fête médiévale ou dans un musée au parc pour rencontrer des reconstituteurs. Et ce qui est essentiel à leur transmettre, à transmettre au public, c'est cette importance de la démarche historique qui soutient en fait tout notre travail.